Pour la plupart d'entre nous, traverser la Russie à bord du Transsibérien est un rêve qui remonte aux premières envies de voyage, d'aventure et de découverte. Même lorsqu'il devient souvenir, ce voyage continue à vous hanter longtemps après le retour. Écoutons Blaise Cendrars le dire mieux que tout autre dans son poème sur le Transsibérien. J'ai vu les trains silencieux, les trains noirs qui revenaient de l'extrême-orient et passaient en fantôme. Et mon œil, comme le fanal d'arrière, court encore derrière ces trains. De la taïga sibérienne au désert de Gobi, du métro de Moscou aux ruelles de Pékin, le Transsibérien vous invite à une croisière terrestre nourrie par l'histoire, des paysages et des peuples aux prises avec l'infini. Bienvenue en Russie, je suis à Moscou dans la gare de Iaroslavl et c'est d'ici que part le célèbre Transsibérien. Mais avant d'embarquer pour un périple de plus de 7000 km à travers la Sibérie, la Mongolie et la Chine, je vous propose de faire une petite balade dans la capitale russe. C'est parti! Moscou, J-1 de notre départ en Transsibérien. Derrière les vitres du brise-glace qui glissent sur la Moskova, le Parlement russe, le parc Gorki et le Kremlin défilent sous nos yeux. Tout comme la place rouge, qu'on ne se lasse pas de voir et revoir, en particulier lorsque les murs rouges du Kremlin tranchent avec le bleu du ciel. Le fascinant métro ensuite, construit à l'ère soviétique, comme les gratte-ciel et les sculptures emblématiques du réalisme socialiste. Il compte parmi les derniers témoins d'un temps révolu. Il y a aussi bien sûr le Moscou culturel, celui du Bolchoï, de la galerie Tretiakov et des quartiers bourgeois en plein renouveau. Sans oublier les rues de Moscou d'aujourd'hui, grouillantes de vie où déambulent les fashionistas, mais aussi tous ceux qui font la vie de cette mégalopole, ouvriers du Caucase, businessmen, touristes, babouchkas, et une jeunesse qui ressemble de plus en plus à celle des grandes villes du monde. Mais l'impatience me gagne. Je ressens l'appel d'une autre Russie, celle qui, dans l'imaginaire des visiteurs, remplace peu à peu l'ancienne URSS. Voilà, le moment est venu d'embarquer à bord d'un des trains les plus mythiques au monde, le Transsibérien. Il est 4 h du matin et je m'apprête à embarquer à bord du train numéro 20 entre Moscou et Pékin pour quitter la Russie européenne, cap sur l'Oural et l'infinie Sibérie. Attention au départ.
Le transsibérien numéro 20, baptisé Vostok, l'Est, s'élance dans un bruit de ferraille. Je retrouve avec plaisir les sensations qu'on éprouvait dans les trains avant l'ère de la grande vitesse. La secousse provoquée par les coups de boutoir des wagons qu'on assemble, les roues qui claquent au passage des aiguillages et le vacarme lorsqu'on traverse les soufflets qui relient les voitures. Dès les premiers kilomètres, le voyageur mesure l'importance d'un personnage incontournable dans le transsibérien, la provodnitsa. À la fois gardienne, intendante et femme de chambre chargée de tous les petits riens d'un voyage dans un train russe, ce personnage est bien connu de ceux qui ont pris le train dans ce pays. Pour réussir son voyage, mieux vaut avoir la provodnitsa dans la poche plutôt que dans le collimateur. À bord, les repas rythment le voyage. On peut les prendre dans le wagon-restaurant ou choisir, comme beaucoup de Russes, de s'approvisionner sur les quais. À chaque arrêt, des vendeurs ambulants proposent des mets plus ou moins locaux, du poisson, des beignets fourrés à la viande, qu'on déguste ensuite tranquillement dans son compartiment. Bon, c'est quoi là? On a acheté c'est des birochki, hein, c'est comme ça qu'on dit. Birachki, il y en a un qui est au chou et l'autre qui a la saucisse. Celui qui est au chou, c'est pour le caméraman, et celui qui est pour la saucisse, c'est pour moi. Alors parmi les rites du transsibérien, il n'y a pas que la petite vodka le soir au restaurant, il y a aussi le thé, puisqu'on a des longues heures à patienter, à regarder le paysage défiler, on boit du thé, et dans chaque wagon, il y a un samovar, c'est la bouilloire russe, et il garde l'eau chaude comme ça en permanence pendant le voyage. On peut se lever, aller chercher l'eau chaude pour faire son petit thé, c'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà, j'ai ma tasse de thé. On va monter, je peux retourner dans mon compartiment. Le voyage débute, mais l'on commence à se reconnaître, à échanger quelques mots avec ses voisins. Le temps, allié précieux et souvent rare du voyageur, coule doucement entre lecture et contemplation. Au matin, les toilettes sont verrouillées et l'on apprend à ses dépens que tout au long du voyage, elles sont fermées une demi-heure avant la prochaine gare. Guetter le verrouillage des toilettes permet ainsi de se situer sur le parcours. Notre premier vrai arrêt sera Ekaterinbourg, aux portes de l'Oural, là où finit la Russie européenne. Nous y sommes accueillis par Alexei, un ancien guide sur le transsibérien qui y tient deux cafés. Bien, bonjour et bienvenue à Ekaterinbourg. Alexis, c'est ça? Oui. Super, bon et là c'est ton café? Voilà, tu es le bienvenu. On va voir ça. En Russie, tu prends toujours le train. Et quand en enfance aussi, quand j'ai voyagé à Saint-Pétersbourg, à Moscou, on a toujours pris le train. Comme ça, on est habitué de dormir ou passer 1, 2, 3 jours dans le train. C'est pas les choses exotiques. Une fois, il y a presque
17 ans, j'ai connu un Français qui m'a proposé de travailler comme le guide accompagnateur et j'ai accompagné 13 fois les groupes de transsibériens depuis Moscou par la Mongolie jusqu'à Pékin. Et est-ce que pour toi, pour découvrir la Russie, une autre Russie peut-être, c'est un bon moyen, le transsibérien? Tu as la possibilité de passer et voir la vraie vie, pas la vie préparée pour les touristes, mais et communiquer aussi avec les gens normaux. Oui, c'est une certaine atmosphère qu'on ne trouve pas ailleurs. Ekaterinbourg, qui a longtemps porté le nom de Sverdlovsk, dérivé de celui du bras droit de Lénine, n'a pas entièrement effacé son passé soviétique. En témoignent ses grands immeubles d'architecture constructiviste ou encore d'impressionnants monuments comme celui de la Tulipe Noire, consacré aux guerres d'Afghanistan et de Tchétchénie. On y découvre aussi un étonnant quartier autrefois habité par les membres de la police politique. C'est le quartier appelé la cité des tchéquistes. Et les tchéquistes, c'était les agents de l'organe créé par Staline, c'est l'organe de la sécurité nationale, le prédécesseur de KGB. L'époque des années 20, les constructivistes, ils se proposaient comme but l'organisation d'une nouvelle vie sociale. Tout devait être pratique. Il était prévu que tout le monde se laverait dans un bagnat, dans un sauna commun. C'est pour ça qu'il n'y a pas de salle de bain ici. Mais il y a des quartiers où il n'y a pas de cuisine, parce qu'il était prévu que tout le monde mangerait à la cantine commune. C'est aussi à Ekaterinbourg que le dernier tsar, Nicolas II, ainsi que toute la famille Romanov, furent assassinés par les bolcheviks en 1918. Une vaste cathédrale se tient désormais à l'emplacement de la maison Ipatev, où les Romanov vivaient en captivité jusqu'à leur exécution. Le monastère des Saints-Martyrs de Ganina-Yama, à une quinzaine de kilomètres de la ville, est lui aussi associé au destin tragique de la famille impériale. On est devant une église, mais dans le monastère, il y a beaucoup d'églises. Il y en a 7. Tu peux m'expliquer pourquoi justement il y a 7 églises ici? Parce que chaque église est dédiée à un Romanov, parce que les Romanov, ils étaient 7. Alexandra Fedorovna avec Nicolas II, leurs 4 filles et leur fils Alexis. Donc chaque église est dédiée à un tel ou tel saint vénéré par les Romanov. C'est ici, dans un puits de mine, que les cadavres des Romanov auraient été jetés et brûlés. Les corps des Romanov ont été brûlés d'abord par l'acide sulfurique, puis leur cendre a été dispersée aux 4 vents d'après la version de l'église. Et à l'époque, au début du XXe siècle, c'était une mine abandonnée assez profonde où on cherchait de l'or, mais de l'or il n'y en avait pas. Alors cette mine a servi de la première tombe au dernier Romanov. Ici on a trouvé quelques pièces de convection, par exemple les boucles d'oreilles d'Alexandra Fedorovna, une bague qui appartenait à une des princesses, et il y avait aussi les traces de l'acide sulfurique. Vraiment c'est une histoire compliquée. Il y a beaucoup de taches blanches, si on peut dire comme ça, beaucoup de lacunes dans toute cette histoire. C'est une des plus grandes énigmes du XXe siècle. À une quarantaine de kilomètres à l'ouest d'Ekaterinbourg, au cœur de l'Oural, un monument marque le point de passage entre l'Europe et l'Asie. Alors, Maya, qui nous accompagne ici dans l'Oural, nous a expliqué qu'il y a une tradition lorsqu'on est à la frontière entre l'Europe et l'Asie, c'est de boire un verre de champagnska. Je pense que vous avez deviné ce que c'est, le champagnska. Donc voilà,
On va boire un petit verre pour fêter notre traversée de la frontière entre l'Europe et l'Asie. Voilà, attention de servir à l'amitié entre les peuples d'Europe et d'Asie. Contrairement à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, Ekaterinbourg n'a pas les moyens de s'inventer une modernité tapageuse pour briller. Il s'en dégage un sentiment d'authenticité, de fierté et de mélancolie mêlée qui émeuvent le visiteur. Les personnages auxquels on pense souvent, c'est les babouchkas, les grands-mères et puis également les grands-pères, les personnes âgées. Ici, il y a beaucoup de jeunes, on ne voit pas beaucoup de personnes âgées autour de nous. Elles sont où ? Non qu'elle soit peuplée que par des jeunes, notre ville, mais vraiment, on peut voir très très rarement de personnes âgées. Ils mènent une vie un peu isolée. Ils n'aiment pas se balader comme ça dans les rues. C'est bizarre, mais c'est ça. C'est des gens qui sont un peu nostalgiques du monde qui a disparu ? Peut-être, ou peut-être beaucoup sont ceux qui n'ont pas pu s'adapter à cette nouvelle vie, à ce nouveau système. Ils ne savent pas très bien comment s'y prendre. Ils préfèrent rester à la maison, passer leur temps à regarder les séries télévisées. Et c'est pour ça peut-être que vous ne verrez jamais beaucoup de personnes âgées dans les cafés ou comme ça dans les rues. Bon, on a une petite pensée pour les pensionnaires et les retraités d'Ekaterinbourg. Много стало в наши дни неопознанной фигни. Le train s'éloigne d'Ekaterinbourg et je retrouve ce que Blaise Cendrars a décrit comme le bruit éternel des roues en folie dans les ornières du ciel. De jour comme de nuit, on devine l'approche d'une nouvelle gare à l'effervescence qui gagne le wagon. De voisins allemands sont prêts à bondir. Une fois les portes ouvertes, une course contre la montre s'engage. Les uns se précipitent vers les kiosques ou les commerçants qui longent les quais, et les autres traversent en courant les couloirs couverts de marbres et de fresques des grandes gares transsibériennes. L'objectif est de parvenir à photographier le nom des gares traversées, Tioumen, Omsk ou encore Novosibirsk, la cathédrale du Transsibérien. À bord du Transsibérien, la vodka coule à flot dans le wagon-restaurant. Alors je sais que normalement on doit la boire d'un seul coup et puis éventuellement porter un toast. Mais là c'est la première de la soirée, la première du Transsibérien. Je vais y aller doucement. Un des barmen du train interprète des chansons du répertoire russe à même de mouiller les yeux de notre guide. Le mode de transport dont la simplicité favorise l'échange, le sentiment de réaliser un voyage exceptionnel et la joie de se comprendre dans un Orient russe où les frontières sont souvent linguistiques sont autant de facteurs qui apportent un supplément d'âme et de chaleur à la nuit transsibérienne.
C'est en 1871 que le tsar Alexandre III lança le chantier du Transsibérien de l'Oural au Pacifique. Il s'agissait notamment de peupler et contrôler les régions les plus orientales de l'Empire. La construction du plus long chemin de fer du monde posa des problèmes considérables. Rivières innombrables, forêts épaisses, montagnes, sols tour à tour gelés et détrempés, marais et moustiques, autant de défis titanesques à relever pour les ingénieurs russes. Mis partiellement en service en 1898, le Transsibérien fascine le monde entier lors de l'exposition universelle de 1900 à Paris. Au-delà de la performance technique, le chemin de fer va favoriser l'essor démographique et économique de l'extrême-orient russe. Il va aussi permettre à la Russie d'exploiter massivement les ressources de la Sibérie, en fer, en charbon, en bois et plus tard en gaz et pétrole. Alors qu'à l'étranger on l'associe principalement à l'éloignement, au goulag et à un climat rigoureux en hiver, la Sibérie est une grande région où vit un tiers de la population russe. Au fil des ans, sur le parcours du train, des usines et des centres urbains majeurs, avec leurs universités, ont drainé une population qualifiée qui a radicalement changé son visage. Le train s'arrête au kilomètre 5185 à un jet de pierre de la rivière Angara. Celle-ci traverse Irkoutsk, surnommé jadis le Paris de la Sibérie. Ville minière, Irkoutsk connaît un afflux de pionniers et devint un centre industriel et scientifique important. Bien qu'elle ait souffert de graves incendies et malgré le socialisme, Irkoutsk a en partie gardé son âme commerçante et bourgeoise. Un peu anarchique, elle fascine davantage en hiver lorsque ces magnifiques isbas de bois richement ciselés émergent d'un épais manteau neigeux. C'est aussi à Irkoutsk qu'on retrouve la trace des célèbres décembristes, ces conjurés qui osèrent défier le tsar en 1825. Ils caressaient le rêve prématuré d'instaurer une monarchie libérale en Russie. Condamnés à l'exil en Sibérie, ils furent accompagnés de leurs familles et de leurs épouses. C'est à elles, et notamment à Maria Volkonskaya, surnommée la princesse de Sibérie, que l'on doit l'émergence à Irkoutsk d'une vie culturelle et sociale calquée sur celle de Saint-Pétersbourg. Sa maison abrite un musée consacré à l'histoire des décembristes. Avec ses grandes artères néoclassiques et un tout nouveau quartier de restaurants, Irkoutsk est cependant une halte à la fois plaisante et dépaysante au cœur de la Sibérie. И Андрей доставал из воды пескарей, спаситель погибших людей. И Андрей закричал: я покину причал, если ты мне откроешь секрет. On est dans un quartier protégé par l'UNESCO. Oui. Et moi je vois un truc en métal comme ça, un peu moderne, je me demande ce que c'est. C'est pour prendre de l'eau potable parce que dans ces maisons en bois, il n'y a pas de l'eau courante, pas du chauffage central et les toilettes se trouvent dehors. Ouais. C'est des pompes en fait pour avoir de l'eau, c'est des sources pour avoir de l'eau pour faire la cuisine, pour tout ça. Pour les gens qui habitent dans les isbans. D'accord. Donc à ceux qui descendraient du Transsibérien et qui n'auraient pas pris de douche et oublié de réserver un hôtel, si vous voulez vous laver, regardez. Et revenez par contre en été si possible parce que là il fait un petit peu frais pour prendre une douche. Irkoutsk est avant tout une base idéale pour découvrir la région du Baïkal et ses traditions. Le marché regorge d'ailleurs de produits associés au lac et ses environs. Le miel du Baïkal, il est très très bon. Les Bouriats sont des citoyens russes appartenant à un peuple mongol installé tout autour du Baïkal. Ils partagent la physionomie et une partie des croyances religieuses de leurs voisins mongols. Bouddhistes ou chamanistes, ils sont près de 400 000 répartis entre la République de Bouriatie
est le district autonome Buryat. Leurs datsan, ces temples bouddhiques, sont repérables un peu partout dans le paysage. Fiers de leur langue et de leur culture, les Buryats entretiennent aussi leurs traditions musicales ou encore sportives. Les Buryats sont particulièrement nombreux à Ulan-Ude, leur capitale, mais aussi dans les environs d'Irkoutsk. Au bord des routes, dans de petites gargotes, on peut goûter à certaines de leurs spécialités, dont les podzi. Ça ressemble un petit peu au pelmeni russe, mais en beaucoup plus grand, avec de la viande. Et je vois autour de moi tout le monde mange ça, donc je vais goûter ça. Vraiment, je pense. Et c'est très bon. Mais attendez. C'est l'étape la plus attendue par les passagers du Transsibérien, le mythique lac Baïkal. Nous y sommes, près du village de Lysdianka, sur sa rive gauche. Hiver comme été, le Baïkal, qui est le lac le plus profond au monde, fascine par sa pureté, sa virginité et sa démesure. Sacré pour le peuple buryat qui vit sur ses berges, il l'est aussi pour le voyageur passionné par la beauté du monde. Le Baïkal en est un des plus grands témoins. Avec ses 636 km du nord au sud et ses 1600 mètres de profondeur, le lac Baïkal est la 5e plus grande réserve d'eau douce sur Terre. Son ancienneté et son isolement ont produit une des faunes d'eau douce les plus riches et originales de la planète. Elle présente une valeur exceptionnelle pour la science de l'évolution, ce qui vaut au Baïkal le surnom de Galapagos de la Russie. C'est de Lysdianka, qui est à la fois un petit village et un lieu de villégiature, que partent la plupart des balades à pied et en bateau. L'hiver, le décor est tout autre, c'est en traîneau ou en voiture qu'on découvre le lac gelé. En ce début mai, les eaux du lac sont limpides et les familles flânent tranquillement sur la petite plage. Il flotte dans l'air comme un sentiment de fraternité et de complicité que l'on ressent lorsqu'on partage entre voyageurs un bout du monde difficile à atteindre. Bon appétit! Pour déjeuner, pas question de quitter le lac, ni des yeux, ni des papilles. Le moment est venu de découvrir l'eau moule, une truite unique au monde qui y abonde et nourrit les populations du Baïkal depuis des siècles. Vas-y Daniel. Voilà, en attendant mon caméraman, je vais goûter à l'eau moule qu'on vient d'acheter au bord du Baïkal. Il vient d'être fumé, à mon avis ça va être délicieux. Alors, celui-là, c'est les moules froids qu'on dépiote à l'apéritif. Ça tombe bien, j'ai une bière de Barnaul avec moi. Barnaul c'est en Sibérie aussi. Bon, je vais commencer par ça. Il a l'air très bon. Ça здоровье. Байкал, Байкал, живая вода. Возьми моё сердце. Lorsqu'on navigue sur le lac Baïkal, on aperçoit l'ancienne voie ferrée du Transsibérien qui longe ses rives. Au début du XXe siècle, cette portion du Transsibérien avait Port Baïkal pour terminus. De là, des navires se chargeaient de convoyer les wagons du Transsibérien sur l'autre rive du Baïkal à 60 km. Ils reprenaient ensuite leur trajet vers Vladivostok.
Cette liaison par bateau fut abandonnée lorsque des rails furent installés sur les rives du lac. Une ligne locale, baptisée Circumbaïkal, fut alors mise en service sur les anciens rails du Transsibérien. Mais des bateaux continuent cependant à sillonner le Baïkal pour la recherche océanographique, la pêche et bien sûr, le plaisir. J'ai demandé au capitaine si c'est difficile de naviguer sur le Baïkal, il me donne la barre. No problem. Ah, c'est Very vrai. well. C'est vrai que là je me débrouille, mais le temps est beau quand même. Да, да, Super. да. Раз и все, very well. D'accord, ouais, je suis le cap. Но когда ветер, там уже надо. Mais c'est Так pas, что c'est это- pas toute l'année comme ça, il y a des tempêtes sur le Baïkal, non? Oui, il y a des tempêtes et du vent, mais je sais naviguer. Ici, c'est ma patrie. Je suis né à Lisbianca, j'y vis et j'y suis très heureux. Спасибо. Андрей Листвянка, very well. Спасибо большое. От чистого сердца. Рули, рули. Ok. L'après-midi touche à sa fin et je peine à quitter les eaux paisibles du Baïkal. Pour saluer un herpa, cet adorable phoque endémique du lac, il me faudra tout simplement revenir. De retour sur le chemin de fer, le Baïkal fait encore quelques apparitions entre Irkoutsk et Oulan-Oudé. Sans doute influencé par le mythe de l'Orient Express, on imagine souvent que le Transsibérien est un train unique qui fait le trajet d'un bout à l'autre. En vérité, il n'y a pas un, mais des Transsibériens numérotés et qui appartiennent tantôt à la compagnie russe, tantôt aux Mongols et aux Chinois. Au fil des étapes et des frontières, le serpent métallique perd certains wagons et en retrouve de nouveaux plus loin. S'il existe bien des trains de prestige conçus pour le tourisme, ils sont rares. Pour le reste, les Transsibériens varient du plus spartiate au plus confortable. Contrairement à une idée reçue, la sécurité y est excellente et les chefs de wagon passent leur temps à verrouiller et déverrouiller les compartiments occupés par les touristes pour protéger leurs affaires. À condition de supporter les bruits mécaniques, dans le Transsibérien, on dort sur ses deux oreilles. Certains, comme Sergueï, barman à bord du Transsib, y vivent d'ailleurs une bonne partie de l'année. Cette fois-ci, je suis parti pour 5 mois. Je m'arrête à chaque déplacement à Vladivostok où j'ai 4 jours de repos sur place. J'en profite pour me reposer, prendre une douche, chasser ou encore pêcher. Et cela fait 25 ans que je fais ce métier que j'aime, même si ma femme et mes enfants me manquent. Oulan-Oudé possède un étonnant motif de fierté, celui de présenter la plus grosse tête de Lénine au monde. Dès que l'on quitte la capitale Bouriat où le Transsibérien se divise en plusieurs branches, dont celle qui mène à Vladivostok, le paysage change rapidement. La taïga cède la place au pâturage et à des collines de plus en plus dénudées qui annoncent déjà les steppes mongoles. Derrière les fenêtres, les passagers sont fascinés par la lumière orange de fin de journée. Ils hument l'air du soir, photographient ces hameaux entourés de petites clôtures et guettent l'apparition des premières yourtes. Les chevaux sauvages galopent le long des rails et notre Transsibérien a déjà entamé sa mue. Désormais, il faudra l'appeler Transmongolien. Avec son urbanisme à la fois austère et galopant, Oulan-Bator ressemble aussi bien à une ville russe que chinoise. Autour de la place Gengis Khan, l'épicentre de la ville, nombre de routes et trottoirs ont été récemment rénovés. Quelques tours de verre tranchent avec un urbanisme plombé par la grisaille, mais les Mongols affichent une décontraction et une élégance qui rappellent les grandes villes russes. La capitale mongole offre aussi quelques sites intéressants, comme le monastère de Gandan, qui mérite sans aucun doute une visite. C'est un des principaux dans le pays. Un de ces temples abrite une statue de Bouddha qui ne mesure pas moins de 26 mètres de hauteur.
Si je me conforme à la tradition bouddhique, je dois, avant de rentrer dans le temple, me purifier en faisant sonner les cloches et en faisant 3 fois le tour de cet encensoir, ce grand pot dans lequel on brûle de l'encens. Alors j'y vais. À ne pas manquer non plus le palais Bogd Khan, qui fut une résidence du dernier roi mongol. On y visite plusieurs temples et un palais renfermant des objets et des pièces ayant appartenu au roi. Plus étonnant, le mémorial soviétique aux soldats inconnus et à l'amitié russo-mongole surplombe la ville. Il dépeint les pages d'histoire commune aux deux pays et permet de constater que le béton gagne peu à peu du terrain sur les collines, même si la crise a largement freiné le développement du pays. Quelques Occidentaux s'y sont cependant installés, comme Yannick Keguiner, un Breton ancien haut responsable chez Alcatel qui a découvert la Mongolie il y a une vingtaine d'années. Fin connaisseur du tempérament mongol, il conseille les investisseurs étrangers. Il y tient aussi un restaurant crêperie qui est à la fois une ambassade bretonne et un phare festif et culinaire pour les francophones de toute l'Asie centrale. C'est vrai que les Mongols, c'est un peuple différent, bien sûr, comme tous les peuples. Ouais. C'est des gens qui... C'est un peu comme les Bretons du reste. Je fais souvent la comparaison avec les Bretons, parce que les Bretons sont assez froids. Et les Mongols, c'est ça. Ouais. Avant de vous inviter chez eux, j'ai été invité au bout de 2 ou 3 ans chez les gens. Ouais. Autrement, non, qui c'est celui-là, il cherche à te connaître, à savoir si tu es une personne correcte, enfin bref. Ouais. La culture mongole, en fait, il y a beaucoup de règles de politesse, il y a beaucoup de respect, surtout pour les gens plus âgés et tout ça. Et donc, il y a au bout de quelques années, ils ont dû se dire, ce gars-là, il est pas si mal que ça. Ouais. Et donc, j'ai été adopté par eux après quelques temps. Quand on parle de tradition mongole, on pense notamment au chant diphonique, le Rumi, une discipline exigeante qui attire de plus en plus d'interprètes étrangers venus s'y initier. Y parvenir n'est cependant pas donné à tout le monde. Ah ouais, il est parti, ouais, putain, la vache, ouais. Il faut la rentrer, c'est pas en poussant, c'est avec la voix. Bon. C'est bon là? À Yubi, le surnom de la ville qui fleurbon la coolitude anglo-saxonne, le cœur des Mongols balance entre racines et fascination pour l'Occident, ses modes et ses apparats. Passer du Rumi à la salsa ou du lait de jument au mojito est devenu une seconde nature pour la jeunesse de Yubi. C'est la magie d'un voyage en transsibérien. À un peu plus d'1 heure de la capitale mongole, dans le parc national de Terilch, on peut se retrouver en plein cœur des steppes mongoles, entouré de sommets tour à tour pelaiseaux arborés, au milieu des chevaux sauvages et des yourtes de paysans. La Mongolie est fière de se trouver entre 2 grands pays, la Chine au sud et la Russie au nord. Et c'est grâce à ces pays immenses que la Mongolie reçoit autant de touristes. Et à mon avis,
Entre 70 et 80% d'entre eux viennent en Mongolie grâce aux Transsibériens. Sur la route, une gigantesque statue de Gengis Khan rend hommage au chef mongol qui étendit son empire du Pacifique à l'est de l'Europe. Voilà, là j'ai un aigle mongol au bout du bras. Ah oui, il va pas le faire tomber. Alors l'aigle c'est important en Mongolie, on chasse avec l'aigle. Il aide l'homme à chasser le renard, le loup, différents animaux. Il mange une partie de la chasse et ensuite l'homme récupère l'animal que l'aigle a chassé. Et en Mongolie, il y a aussi un festival de l'aigle en septembre. Et je peux vous dire que c'est assez lourd un aigle. Pour un Mongol, avoir peur du cheval équivaut à avoir peur du ciel ou des étoiles. Ils vivent avec depuis la plus tendre enfance et apprennent à les monter dès l'âge de 3 ans. Il y a quelques heures encore, je rêvassais en regardant les milliers de kilomètres se cumuler derrière la vitre du train. Et déjà, je m'apprête à chevaucher un petit cheval mongol au milieu d'une nature splendide. Franchement, c'est le pied. En chemin, nous sommes invités par un paysan à entrer dans la yourte familiale. Pendant l'été, ils vivent ici. Pendant l'hiver, ils vont déplacer vers une dizaine de kilomètres vers le nord, à l'abri d'une montagne. Ils vivaient auparavant à Ulaanbaatar et maintenant ils préfèrent vivre à la campagne. Aux quatre coins de la Mongolie, des petits campings de yourtes accueillent les visiteurs, dont beaucoup de Mongols. Dormir en yourte dans un paysage d'une beauté bouleversante est d'ailleurs une expérience unique. Le train numéro 24 d'Ulaanbaatar à Pékin est chinois. Pas de première classe, les touristes sont mélangés aux Russes, Mongols ou Chinois qui se rendent à Pékin. Dehors, la steppe devient de plus en plus sèche et passé la gare de Choir, on entre sur les terres arides du désert de Gobi. Le Transsibérien traverse en solitaire Sa Majesté Gobi. Après notre deuxième arrêt, à Senchand, nous ne verrons plus âmes qui vivent jusqu'à la frontière chinoise. La halte de plusieurs heures à la frontière sino-mongole, à Zamin-Ud, est une des plus étonnantes du voyage. Dans un immense hangar, éclairé par de puissants projecteurs, une armée d'ouvriers du rail s'affaire autour de dizaines de wagons préalablement séparés les uns des autres. Leur travail est de démonter les essieux de tous les wagons, car en Chine, les rails sont moins écartés qu'en Russie et Mongolie. Chaque wagon est ensuite soulevé par de puissantes griffes et de nouveaux essieux aux normes chinoises sont glissés sous les wagons.
franchi la frontière entre la Chine et la Mongolie. Après les formalités douanières et le changement des cieux, nous avons pris la direction de Pékin. Tout le monde est endormi dans le Transsibérien numéro 24 et le moment est venu pour moi de vous dire bonne nuit. On se retrouve à Pékin. There are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact. Près de 30 ans après les événements de Tiananmen, qui vit des milliers d'étudiants contester le pouvoir communiste, le cœur de Pékin dégage une atmosphère de plus en plus décontractée. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. Si la liberté de consommer, d'afficher son identité et ses rêves de progrès matériel est bien acquise, celle d'exprimer ses idées, notamment sur Internet, reste théorique. Mais Pékin progresse sur de nombreux plans. Les hutongs, ces quartiers de ruelles formant de charmants labyrinthes, sont désormais protégés et la gestion du flux des visiteurs s'est améliorée. C'est notamment le cas au sein de la très populaire cité interdite qui fait face à la place Tiananmen. La cité interdite, parce que dans le passé, les gens du peuple ne pouvaient pas entrer. Cité interdite. C'est pourquoi ça s'appelle la cité interdite. C'est le palais impérial. Chez vous, vous avez Versailles. En Chine, on a la cité interdite. Un des plaisirs du promeneur pékinois dans une ville par ailleurs ceinturée par une kyrielle de boulevards consiste à traverser d'immenses jardins arborés, comme le parc qui jouxte le magnifique Temple du Ciel. Débordant de vie, ils en disent long sur les loisirs et la culture collective chinoise. On y chante, on y joue, on fait du sport dans une ambiance bon enfant très surprenante pour les Occidentaux. L'ambiance des rives des lacs Qinghai et Ouhai, bordée de bars à musique, de restaurants et de boutiques d'artisanat, est à la fois cosmopolite et chinoise. À la fin d'un périple de l'Europe à l'Asie, Pékin est aussi le lieu idéal pour faire quelques emplettes. Les villes chinoises regorgent de marchés couverts où le visiteur occidental prend parfois de sérieuses leçons de commerce. No, just bring it back first. Bring it back first. Something will come in. Bring it back. Wang Fujing, une large rue piétonne au cœur de Pékin, est un peu le Times Square de la capitale. Malgré l'ambiance enjouée qui y règne, on peut être à la peine pour lui trouver un charme véritablement asiatique. Il faut alors bifurquer sur la droite dans une ruelle où s'alignent un grand nombre de shops qui en feront frémir plus d'un. Outre le traditionnel yaourt chinois, on y vend en effet du serpent grillé et toutes sortes d'insectes. Voilà, je suis au cœur de Pékin et je m'apprête à goûter quelque chose d'un peu particulier. Après les migales du Cambodge, là on a des scorpions chinois. Donc on m'a dit que c'était bon, mais en même temps, j'ai pas vu beaucoup de personnes les goûter, donc deuxième. Ouais.
En fait, c'est très bon. Franchement, c'est plus facile à apprécier que les mygales du Cambodge. Les scorpions de Chine, à l'apéritif, franchement, sans problème, ça se mange très bien. C'est léger, ça croustille. Il y a plein de gens autour de moi qui me regardent, qui trouvent ça curieux. Je vais en proposer aux Chinois pour voir s'ils en mangent. Ouais. Goûtez. Goûtez. Non personne ne veut goûter, on dirait. On va essayer. Allez, on essaie encore une autre personne. Vous voulez goûter un scorpion? Non? Après cette croustillante mise en bouche, il me reste à goûter l'une des grandes spécialités pékinoises, le canard laqué. Roulé dans de petites galettes de riz en compagnie de petits légumes et agrémenté d'une sauce, il régale Chinois et touristes. Il faut d'ailleurs rappeler que Pékin regorge de restaurants et qu'y manger est un plaisir sans cesse renouvelé. Les amateurs de thé ne manqueront pas non plus de découvrir une culture portée ici à son plus haut raffinement. Fais comme ça pour bien dormir. Parce que le thé, si on attend trop longtemps, le goût est amer. Et après, sentir de l'odeur. Ça, c'était la gorgée du bonheur. La gorgée de la richesse, j'en ai vu beaucoup. Il ne me restait pas beaucoup pour la longévité, mais bon, je garde espoir. Il est très bon votre thé. Le dernier jour de ce voyage sera consacré à la Grande Muraille de Chine, qui court sur près de 6700 km. En route, nous découvrons les magnifiques tombeaux de la dynastie des Ming. C'est ici aussi que nous croisons par hasard nos compagnons allemands du Transsibérien. Pour eux aussi, le voyage touche à sa fin. Bernd, nous avons fait presque tout le voyage ensemble. Nous nous sommes rencontrés dans le Transsibérien en Russie. Comment avez-vous trouvé ce voyage? Je dois dire qu'avec mon épouse, nous rêvions de faire ce voyage depuis 35 ans. Nous avons donc réalisé notre rêve et nous avons rencontré un groupe exceptionnel, fait un très beau voyage, vu de très beaux pays. J'ai remarqué que l'ambiance entre vous était très chaleureuse dans le train. C'est vrai, pourtant nous ne nous connaissions pas avant, mais c'était un très bon groupe. Nous avons vu des beaux paysages, nous avons rencontré des gens fantastiques, des gens sympas et ouverts comme vous. Et je ne peux que recommander à quiconque de faire ce voyage. Et je crois qu'on revient de ce voyage avec un sentiment d'humilité. Lorsqu'on voit la manière dont on vit dans d'autres pays, lorsqu'on compare avec l'Europe, je crois qu'on repensera longtemps à ce voyage. Le soleil s'obstine à illuminer les collines des environs de Pékin et la randonnée à flanc de muraille est un régal. Grisés par les points de vue spectaculaires qui s'offrent à notre caméra, nous optons pour la grande boucle, celle qui nous promet des à-pics vertigineux. Parvenu au terme de ce voyage, la muraille m'apparaît comme un de ces obstacles à la fois grandioses et terribles construits par l'homme pour s'empêcher de circuler librement par-delà les royaumes, les nations et les empires. Et je pense à l'inverse aux milliers d'hommes et de femmes qui, dans un mouvement inverse, ont œuvré à relier l'Europe à l'Asie par l'immense chemin de fer qui nous a conduits aux portes de Pékin. Leur utopie est devenue réalité.
Mais pour les voyageurs du monde entier, elle reste un rêve qui a pour nom Transsibérien.